Donc, je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue à cette visioconférence au nom du Centre Teilhard de Chardin. Alors, qu'est-ce que le Centre Teilhard de Chardin? C'est un lieu qui se trouve sur le plateau de Saclay. Déjà, ça, c'est la chose importante, hein, c'est qu'il est situé entre l'ENS, Centrale, vous avez des laboratoires de recherche tout à côté, etc. Donc, vous voyez, c'est ce plateau de Saclay, là où il y a une grosse concentration d'enseignants-chercheurs et d'étudiants dans toutes les sciences pour eux. Alors, donc, situé au centre du plateau, avec deux objectifs. L'un est un objectif, je dirais, pastoral classique, hein, c'est un lieu de culte, il y a une chapelle, et les gens du plateau, les gens des environs peuvent venir ici. Les aumôneries viennent évidemment pour leurs activités. Bon, ça, c'est la première activité, première mission, être un lieu pour la pastorale sur le plateau de Saclay. Et puis, il y a une deuxième mission qui est de faire des ponts entre toutes ces disciplines qu'on rencontre sur le plateau de Saclay et qui ne se parlent pas. Alors, ce sont les sciences, la physique, physique quantique en particulier, l'intelligence artificielle, l'écologie, l'agronomie, il y a tout un tas de choses et on voudrait arriver à faire des ponts, non seulement entre elles, mais aussi avec les philosophies, les religions, les spiritualités en général, hein. Donc, on pense qu'il est extrêmement important d'aider, de créer des occasions de rencontres, de discussions pour s'enrichir. Et donc, on parle du dialogue entre science et sens. Voilà, j'aurais dû le mettre là. Dialogue entre science et sens. Hein, c'est assez joli comme formule et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Et alors, on le fait sous deux formes essentiellement. Donc, on fait des événements comme celui-ci et des conférences sur le site ou parfois en visio comme ce soir. Bon, ça dépend des circonstances. Et puis également, on organise des groupes de travail et c'est très intéressant de réunir, là, cette fois-ci, physiquement. En général, on se retrouve pour travailler au centre. Alors, il y a quelques personnes en visio, mais pour arriver à un objectif commun. Et là, l'objectif que nous avons au sujet de l'écologie, c'est d'écrire un livre, de sortir un livre en 2026 avec l'idée de comprendre qu'est-ce qui réunit autour de l'écologie et comment les différentes religions, les différentes spiritualités se saisissent du sujet, comment elles en parlent, euh, qu'est-ce qui les inspire dans l'écologie ou comment l'écologie les inspire, hein, ça peut être dans les deux sens, et puis également comment elles en parlent à l'extérieur, à leurs fidèles par exemple, hein. Et donc on a déjà interrogé pas mal de gens. Alors évidemment dans le christianisme, on a interrogé les jésuites, les franciscains, on a eu une rencontre avec Benoît Algan sur Lutte et Contemplation, qui est un mouvement de jeunes d'étudiants chrétiens. On a parlé d'écologie intégrale à la lumière de la pensée de Teilhard de Chardin. On a reçu également l'islam avec une conférence très intéressante, Islam et écologie. On a fait une autre conférence sur l'éco-spiritualité. Donc, il y a tout un mouvement de spiritualité en dehors des religions traditionnelles, on va dire, qu'on a écouté. On a entendu Michel Maxime Heger qui nous a parlé d'éco-spiritualité et d'orthodoxie, donc comment orthodoxe, on parle d'écologie. Et puis nous avons programmé dès aujourd'hui, vous pourrez avoir les dates précises, fin mai, une conférence qui s'appellera Bouddhisme et écologie. Donc elle n'est pas trop loin de celle de ce soir, hein, c'est bien. Et puis début juin, nous aurons écologie et judaïsme. Voilà.
Donc, vous voyez où je veux en venir, c'est que avec tous ces événements, nous récoltons de l'information, nous récoltons des bonnes idées, nous essayons d'extraire des résumés de tout cela, et puis peut-être en mettant tout ça bout à bout, ça donnera un livre intéressant qui sera euh, de faire toucher du doigt les points de convergence, mais aussi les points de divergence, bien entendu, hein, entre toutes ces religions, philosophies, sagesse, etc. Voilà. Donc voilà où nous en sommes. Et on est extrêmement content ce soir d'accueillir Annie Monteau pour nous parler d'hindouisme. Donc le sujet, hindouisme et écologie. Alors, je présente Annie rapidement. Vous ajouterez ce qui vous semble important, Annie, hein. Donc déjà, une première chose, professeur émérite des universités, donc en particulier donc très bonne connaisseuse de l'hindi, avec lauréate de 2 prix du gouvernement indien, donc c'est quand même extrêmement important. Donc vous connaissez la langue, vous connaissez la culture, vous connaissez l'hindouisme, très bien, c'est votre vie, quoi, c'est votre métier, et c'est pour ça que on est très heureux de vous recevoir. Et surtout, vous avez écrit ce livre qui est ici, il y a une petite photo, mais un petit peu floue, je vous prie de m'excuser, 3000 ans d'écologie indienne. Donc ça, je pense que c'est pour tous ceux qui se passionnent pour le sujet, ça sera un livre vraiment à acquérir pour aller plus loin. Parce qu'évidemment, ce soir, on a un temps limité, hein, à 20h30, on arrête. Donc forcément, vous allez me dire, ah mais oui, mais on n'a pas eu le temps de ceci, on n'a pas eu le temps de cela. Ben, très bien, ben, vous irez acheter le livre d'Annie et comme ça, vous aurez tous les compléments. Alors, je précise également que la soirée va se dérouler en 2 parties. La première, comme je vous disais, on va écouter Annie, qui va nous parler des traditions, des textes fondateurs, mais aussi de ce qui se passe sur le terrain, hein, dans les différentes communautés. Et puis une deuxième partie, après environ 40 minutes, hein, 40-45 minutes, bon, enfin, bon, peu importe, on verra. Deuxième partie, questions-réponses, bien entendu. Donc, vous pourrez les poser donc, sur le chat. C'est vrai que c'est pas mal si vous posez vos questions par écrit, parce que moi, je peux faire la compilation et comme ça, s'il y a plusieurs questions qui se ressemblent, je peux les regrouper. Sinon, bah, vous prendrez la parole. Et en particulier, ce qui est vraiment super ce soir, c'est que nous avons des personnes qui sont hindous, qui sont indiens, qui se sont connectés depuis New Delhi ou d'autres peut-être d'autres endroits en Inde. Donc ça, c'est vraiment super. Et on a appelé ça les témoins. Donc, merci d'avance tous les témoins de prendre la parole et de réagir à ce que vous aurez entendu, de dire ce que vous pensez, hein, pas pendant 20 minutes, hein, on n'a pas le temps, hein, mais quelques minutes pour euh, faire part de vos réactions à ce que Annie aura dit, de votre expérience, de vos observations personnelles autour de vous. Voilà. Donc voilà comment la soirée va se dérouler. Et puis, je préfère le dire au début parce que souvent j'oublie à la fin. On est dans le sujet et on oublie de reprendre ce slide. Donc voilà, je vous montre ce dernier slide euh, avant de passer la parole à Annie. Pourquoi? Ben parce que d'abord, il y a une prochaine conférence qui est le 20 mars, même créneau, 19h, 20h30, avec Bertrand Badré. Et le sujet, vous voyez, il est quand même pas si loin de ce qui nous intéresse, l'écologie, hein. Voulons-nous sérieusement, entre parenthèses, changer le monde? Bon, c'est quand même un sujet, hein, ça. C'est interroger nos ressorts psychologiques. Pourquoi changer finalement? Ça, c'est vraiment une grosse question. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par les activités du Centre Théâtre de Chardin, eh bien voilà, vous avez ici le QR code pour vous abonner à la newsletter.
Bon, si vous n'arrivez pas avec le QR code, vous allez sur le site pardon, du Centre Teilhard de Chardin, donc Centre Teilhard de Chardin en un mot, .fr, et là, vous vous abonnez à la newsletter, et comme ça, chaque mois, vous recevez les informations, les futures conférences qu'on fait, etc. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié, j'espère. Si Annie, donc j'arrête le partage de mon écran Oui. et vous pouvez Et je donc le prends? partager le vôtre et Oui. démarrer. Voilà. Est-ce que c'est bon là? Non, Non. pour l'instant, on vous voit vous. Ben oui, c'est pas l'objectif. Alors, j'ai fait partage d'écran. Tout à l'heure, c'était bien. C'est bien. Ça y est, c'est bon. Oh, magnifique. Ah oui, mais attendez, hein, je peux pas bouger là. Je veux pas être là. Oui, d'accord. Voilà. Ça va. Allez-y. Euh, alors, je vais d'abord quand même, pour ne pas trop décevoir, je précise que ma spécialité n'est pas l'hindouisme, hein. C'est la langue et la culture indienne, particulièrement hindi, un peu sanskrit aussi, mais c'est pas la religion. Euh, voilà, il y a d'autres personnes qui feront ça beaucoup mieux que moi ici, dans les discutants, dans les témoins. Je vais commencer par un paradoxe qui m'a aussi euh, inspiré à la rédaction de ce livre. En fait, c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis 30 ans ouais, et plus, mais qui rentrait pas dans ce qu'on appelle mon champ de compétences académiques. Donc j'ai attendu. Et ce paradoxe, c'est le suivant. John Callicott, dans un des best-sellers de l'écologie dite profonde californienne, qui s'appelle, le livre en français s'appelle Pensée de la Terre, il ne s'explique pas comment un mouvement écologique aussi puissant et célèbre que Chipko, j'en parlerai plus tard, qui a défendu la forêt himalayenne avec succès dans les années 70, a pu émerger dans un pays aux traditions philosophiques et religieuses aussi anti-écologiques. C'est lui qui le dit avec pour argument la passion du renoncement, le pessimisme bouddhiste, l'indifférence au monde, etc., etc. Alors que pour Vandana Shiva, qui est, elle, une figure de l'écoféminisme, j'en reparlerai également, les fondements même de la pensée indienne sont profondément écologiques, inscrits qu'ils sont dans la pensée de l'interdépendance généralisée, dans le partenariat reconnaissant de l'homme et de la nature, dans le partage des dons divins que nous offre la Terre dont non marchandisables. Alors, voyons d'abord ce que disent les textes anciens, c'est-à-dire le corpus védique qui fonde une religion du rite sacrificiel. Ensuite, leurs explications classiques qui fondent l'hindouisme pré-moderne et moderne, et également la philosophie indienne. Hindouisme prémoderne qui a beaucoup dû à l'impact du soufisme dans la région. Et ensuite, j'essaierai de comprendre avec vous les grands mouvements écologiques qui ont marqué le XXe siècle. Alors, début, l'Antiquité, les textes anciens, où est-ce que c'est ça? Là, euh, le panthéon védique a parfois été considéré comme animiste, avec ses grands dieux qui sont le feu, le vent, le soleil, les eaux, etc. Alors que la trilogie, la Trinité, peut-on dire, qui domine le panthéon moderne, je vous redonne un peu de panthéon védique, la Trinité moderne, elle est plus abstraite et on retrouve des dieux anciens, mais ceux qui sont les plus révérés, les plus aimés, ce sont les avatars du dieu qui conserve, qui maintient l'ordre du monde, à savoir Vishnu. Parmi ces avatars, il y a Rama, ou Ram, et puis Krishna. Annie, je vous interromps une seconde. Oui, Madame Béatrice Brest, s'il vous plaît, vous avez partagé votre écran. Est-ce que vous pouvez simplement faire arrêt du partage, hein? Parce que, voilà, c'est ça. alors Merci. Donc on là, en à nouveau, profite pour on voit revenir au grand l'écran. Dieu. Alors, Monsieur Jean-Louis Bussier, je crois aussi qu'il y a
un partage d'écran qui peut faire un problème avec, pour certaines personnes. Voilà, merci de l'avoir supprimé. Pas pour Et moi. Ouais. je pense que maintenant, je vois que certaines personnes avaient des problèmes pour voir vos slides. Donc, j'espère que maintenant, c'est bon. Voilà, excusez-moi. Vous Ok, pouvez je vous en prie. Je vous en prie. Euh, donc voilà pour les dieux. Ensuite, les textes. Alors, dès le texte réputé le plus ancien, c'est le Veda. On trouve un hymne à la terre très long, dont je vous donne seulement quelques extraits, euh, qui est dans le quatrième Veda, et qui vous montre à chacune de ces strophes, sauf deux exceptions, le vers final, qui est un hommage à la terre, une prière à la terre de continuer à être la bienfaitrice, à être la nourricière. Veuille la terre nous faire un vaste domaine, veuille la terre nous accorder les bœufs, etc., etc. Et qui la dépeigne toujours comme la mère universelle, la maîtresse de ce qui fut et sera, notre génitrice, et je vous invite à regarder la dernière strophe, qui est une sorte de caveat. Attention à ce que vous faites, à ce que nous faisons les humains, ce que je creuse de toi, ô terre, puisse cela même repousser promptement. Puissais-je ne jamais atteindre tes points vitaux, ton cœur, ô purifiante. Donc, c'est là une pensée cosmique qui se dégage de l'ensemble du Veda, qu'elle soit soutenue par le Rita. Ça, c'est le cas de la pensée ancienne, la religion védique. Elle parle comme principe cosmique du Rita. Le Rita, c'est un mot qui désigne évidemment l'ordre cosmique, mais d'une racine ri ou or qui veut dire ajuster, articuler, et qui a donné, dans la plupart des langues indo-européennes, des mots comme rite, rituel, articulé, mais aussi art, artiste, artisan. C'est l'agencement qui soutient la Terre et régule le cosmos par le juste rapport entre les éléments bien agencés. Et c'est aussi ce qui est à l'origine du Veda, en tout cas la, dans, dans- dans la religion védique, parce que le Veda est révélé aux grands sages par la voix du son produit par cet ordre cosmique, le Rita. Et par la suite, c'est Dharma, qui est le synonyme de Rita, qui lui vient d'une base qui veut dire soutenir et qui est en fait devenu l'équivalent du principe cosmique dans l'hindouisme moderne et tient lieu de lois morales et religieuses. J'insiste pas, personne n'est d'accord parmi les spécialistes sur le fait d'identifier proprement cette loi. En tout cas, c'est le devoir fondamental du croyant de respecter son dharma. Euh, dès ce corpus ancien, donc les quatre Védas, leurs commentaires, qui sont les Brahmanas et aussi les Puranas, c'est-à-dire littéralement des antiquités, qui comportent beaucoup de choses, dont des légendes, des explications, des mythes, et puis aussi certaines des Upanishads, je pense que vous connaissez plus le terme. Dès cette époque apparaît une éthique du partage qui est dérivée du principe de continuum, de continuité, qui est présent, continuité du cosmos à la nourriture et aux humains en passant par la nourriture, les humains étant, je cite là cette Upanishad ancienne, quintessence de nourriture, via le soi, l'espace, le principe cosmique, l'espace, le vent, la terre, les plantes. D'où une éthique du partage qui est présente dès le Rig Veda. Vous voyez, l'homme sans sagesse reçoit la nourriture vainement, pour lui, arrêt de mort. Et il ne cultive ni un bienfaiteur ni un ami. Celui qui mange seul encourt seul la faute. Donc c'est très clair que l'éthique correspondant à cette philosophie, on peut déjà dire, et religion, c'est une éthique du partage. Elle n'est nulle part plus explicite que dans l'histoire du bol magique d'Apoutran. C'est un moine ascète, cet Apoutran, qui
euh, est tellement fervent, tellement parfait dans sa dévotion qu'il obtient un don divin. C'est un bol magique et qui sera toujours plein de nourriture pour qu'il puisse offrir cette nourriture aux démunis. Et au terme de tribulations variées, mais très longues, parce que ça fait bien une centaine de pages, ce récit, Apoutran se retrouve sur une île déserte avec son bol magique, mais n'ayant plus personne avec qui partager, il se laisse mourir de faim. Voilà l'histoire. Revenons à cette vision écologique, holistique, excusez-moi, elle est revendiquée par Vandana Shiva comme euh, mettant l'humain comme partie et interdépendant de tout le vivant. Tout le vivant, y compris celui qui est dénué de souffle, le minéral par exemple. C'est un espace de continu entre humain, non humain, dedans, dehors, manifeste, non manifeste, spirituel et matériel. Ce qui, au passage, n'implique pas que l'humain soit identique au non-humain, parce que l'humain a la capacité, lui, de dévier du dharma, pas les autres, parce qu'il a la capacité de juger mal, de juger tout court, et donc parfois l'occasion de juger mal. Alors, voilà les impératifs écologiques que dégage Vandana Shiva. Euh, J'ai extrait ça d'une interview dans Le Monde, donc vous voyez, c'est très connu et c'est pas si original que ça. Euh, donc je vous laisse le lire. Euh, J'y ajoute ceci, nous ne sommes pas extérieurs à la Terre et tout ce qu'on fait à la Terre, toute violence revient finalement à une violence envers nous-mêmes et aussi dit-elle, les violences, les sévices qu'on peut infliger à d'autres créatures procèdent de la même logique d'exploitation extractiviste que ce qu'inflige un petit nombre d'humains puissants et privilégiés à d'autres humains. Voilà, donc là, j'avais mis que plutôt que le terme environnement qui sépare, bien entendu, l'homme de la nature, puisque la nature, c'est ce qui est à côté, c'est pas, ça fait pas partie de nous, inversement, on peut préférer le terme forgé par Augustin Berg de milieu. Et les mots mêmes qui désignent nature et culture dans cette tradition, c'est des mots sanscrits, mais qui continuent à vivre, par exemple, c'est ceux qu'on emploie en hindi et dans beaucoup d'autres langues indo-aryennes. Ils ne constituent pas une opposition, mais un partenariat. Euh, alors que les langues occidentales opposent, en tout cas, c'est leur plus commune acception, nature à culture, ce qui donne au passage à Derrida l'occasion de dire que toute culture est colonisatrice, parce que le mot il vient du verbe koléo, kultum, mais comme vous voyez là, c'est pas le cas en indo-arien, c'est-à-dire les langues dérivées du sanskrit qui se parlent en Inde, et puis beaucoup d'autres langues, même non indo-ariennes, ont emprunté ces termes. Prakriti, la nature, et Sanskriti, la culture, c'est deux mots formés sur la base de l'agir avec deux préfixes différents. Nous, on a des suffixes identiques. Dans ces deux mots-là, c'est des préfixes et ils diffèrent alors que la base verbale est identique. Prakriti, la nature, avec le préfixe pra, qui dynamique, qui va de l'avant, c'est un agir dynamique, donc la nature étant une sorte de réservoir d'énergie libre mais pas indifférencié, alors que Sanskriti avec le préfixe sam, c'est qui veut dire mettre ensemble, organiser, ce préfixe, c'est la culture, c'est l'agir perfectionné, organisé par l'action à l'origine du principe mental. Et le nom de la langue sanskrite, c'est évidemment la même chose que presque que la culture. Sanskrit, c'est et c'est ce qui est perfectionné, en l'occurrence par la grammaire, qui fait partie des grandes voies de la philosophie indienne. Du coup, cultiver la nature, c'est le contraire de l'exploiter. C'est la choyer, c'est l'aimer. Mais ça, je pense que je vais sauter l'histoire de Médini, qui est aussi un récit très ancien, mythologique, mais qui serait trop long à développer. Alors, s'il reste du temps, on y reviendra peut-être. Et je vais passer à la vitalité de cette pensée de l'interconnexion
et de l'éthique aussi qui s'en dégage, en vous citant d'abord un contemporain qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui a été nobélisable plusieurs fois, mais il l'a toujours raté, peu près, et vous voyez les mêmes choses revenir. C'est-à-dire le lien. On est dans la nature, on la voit pas par la fenêtre. Et ce- je ne suis pas un simple spectateur, je suis un participant, j'appartiens à la nature, j'en suis un élément. C'est un sentiment d'interrelation qui est duré. Il parle au passé parce qu'il y a eu la colonisation, on y reviendra. Les objets quand inutiles sont liés aux hommes, l'homme à l'arbre, l'arbre à l'animal, l'animal à la forêt au ciel, à la pluie, à l'air. Et cette vision des choses qui est attestée par les psychanalystes et les sociologues de la culture, euh, plus célèbre des psychanalystes, c'est Cacard parce qu'il a été traduit en français, mais c'est pas le seul. On la retrouve, là c'est une série d'images dans l'iconographie populaire. Alors je commence par l'iconographie populaire des populations réputées non hindoues ou faiblement hindouisées, enfin plus ou moins, hein, il y a des traits, il y a des peu, mais c'est ce qu'on appelait les tribaux. Aujourd'hui, on dit les peuples premiers, les Adivasis, et vous voyez la même intrication de tous les composants du vivant, que ce soit le végétal, l'animal, l'homme, et des fois, il y a des figures divines. Alors, le premier était prélevé du Maharashtra, c'est-à-dire un pays au sud-ouest, au centre-ouest de l'Inde, un État, la même chose ici, mais d'une autre ethnie d'Adivasi, de peuple premier, et encore les Varlis. Là, on passe à l'est, le style est différent, mais vous voyez la même intrication. Et là, on est dans le centre, dans le Madhya Pradesh, l'État qui fait le centre de l'Inde, autour de Bhopal. Et cette image aussi est du centre. Et c'est toujours pareil, l'intrication du souterrain, là, au quasi-céleste, puisqu'on est en haut des branches de l'arbre, et tout se tient. Bon, voilà. Mais on trouve ça aussi dans l'art hindou. Ça, c'est l'art populaire hindou d'un État de l'Est de l'Inde, et dans l'art musulman. Ça, c'est l'arbre parlant du peintre contemporain Ghulam Mohammed Sheikh, et, et on le trouve aussi, il y aura quelques images tout à l'heure, sous la forme des cinq éléments. Les cinq éléments, ce sont l'espace, l'air, l'eau, le feu, la terre, qui sont constitutifs de tout l'univers. Et c'est une des illustrations de cette vision holistique, la même d'ailleurs qu'on retrouve illustrée dans l'Ayurveda. L'Ayurveda, comme vous savez tous, c'est un type de médecine traditionnelle qui est particulièrement attentif à l'interaction, équilibre ou déséquilibre, dans ce cas-là, c'est la maladie, des cinq éléments dans le corps et surtout de leur qualité correspondante. Et cette théorie, elle a des fondements dans une école philosophique qui s'appelle le Sankhya, qui est elle-même à la base du yoga. Et un des peintres contemporains qui récemment a été illustré par une grande rétrospective à Beaubourg, au Centre Pompidou, il en a fait la matière des 20 dernières années pratiquement de sa création picturale. Voilà comment il voit les choses. Ces cinq éléments, vous voyez ici, ils sont susceptibles de mille et une combinaisons, mais ils renvoient à un principe suprême dont ils procèdent tous et dans lequel ils se résorbent tous et qui, chez Raza, est le fameux point focal, la jonction de tous ces éléments. Alors, vous les avez avec des couleurs ici et ici sans couleur. Donc, c'est quelque chose de très d'omniprésent à tous les niveaux, populaire comme savant, parce que là, c'est la peinture savante, hein, les dernières choses que je vous ai montrées. Et tous ces discours, ils se retrouvent dans les positions gandhiennes. Bien que Gandhi, lui, se soit plus inspiré, d'après ce qu'il dit, de Thoreau ou du Sermon sur la montagne, en tout cas dans son premier grand livre, qui est Hind Swaraj, l'émancipation à l'indienne. Plus de ça que de l'hindouisme orthodoxe. Et on le retrouve aussi chez les héritiers de Gandhi. Alors,
les héritiers, il y a évidemment Vandana Shiva qui se présente et une héritière de la pensée gandhienne, mais il y a aussi, je voudrais d'abord vous parler de celui-ci, Anupam Mishra, c'est un spécialiste des techniques traditionnelles de l'eau, et il y a son premier livre qui est dans sa traduction française, en tout cas, Tradition de l'eau au désert du Tar, et ce livre a eu une fortune extraordinaire en Inde, traduit dans toutes les langues locales, bien avant d'être traduit en anglais. Il est écrit en hindi. Et parce que certains villages l'ont trouvé exceptionnellement, un facteur exceptionnel de restauration des savoirs et donc des constructions permettant d'accéder à l'eau. Il a été dans de très nombreux villages conservé au temple pour être lu chapitre par chapitre dans des veillées collectives et ensuite mis en pratique par la restauration ou la construction à neuf d'engins hydrauliques. Alors voilà la personne avec son deuxième livre qui est sur les lacs ou les bassins, les réservoirs d'un bout à l'autre de l'Inde. Alors que le premier, c'était uniquement sur le milieu le plus aride de l'Inde, le dit désert du Tar. En fait, c'est semi-aride. Il y a 19 millimètres d'eau par an, c'est pas beaucoup. Et c'est de celui-là que je vais extraire quelques images pour vous montrer, parce que on a du mal à s'imaginer. Ben là, ce qu'on voit, c'est un dispositif de captage des quelques gouttes quotidiennes qui s'accumulent entre une bande de chips, de chips, pardonnez-moi, de gypse, et puis la couche sableuse, et qui est retirée tous les jours pour faire à peu près un seau d'eau. Il y en a partout. On croit que c'est des fourches plantées comme ça en plein désert. C'est des puits. Voilà l'intérieur. Et voilà le puisatier au travail. Donc, vous voyez, il faut être pas gros et résistant, et ça descend jusqu'à 60 mètres. Ensuite, il y a le parement du puits. Tout ça est fait en matériaux locaux. Là où il n'y a pas de pierre, c'est le cas dans cette zone. C'est avec une herbe locale qu'on tresse une corde très solide qui est enroulée en serpent. Bien sûr, elle a un nom sacré, comme la plupart des pièces, des dispositifs hydrauliques. Elle s'appelle Kundalio. Ceux qui connaissent un peu l'Inde retrouveront dans Kundali l'énergie primordiale lovée en forme de serpent. Et donc, voilà ce puisatier au travail. Et alors, je vous ai montré des toutes petites choses. Ça va jusqu'au dispositif, que ce soit des citernes ou des grands puits à degrés gigantesques qui peuvent capter des millions, voire plus, de litres d'eau. Ça, c'est les puits à degrés. Il y en a d'un Exactement. bout à l'autre de l'Inde. Et voilà le lac de retenue connu de tous parce qu'il est dans toutes les encyclopédies et agences de voyage. C'est un lac à Jaisalmer qui fait la même superficie que la ville. Et et vous voyez, il n'y a pas que l'utile, il y a aussi l'agréable. Parce que, et le décoratif, l'esthétique et l'utile, c'est un seul et même travail dans ces traditions-là. École, pavillon, temple, euh, euh, cénotaphe aussi, on trouve tous sur les bords de ce lac qui sont très ornés, les rives. Et la construction de tels lacs, travail en commun, est décrite en détail dans ce livre. Mais on n'a pas le temps d'y arriver, enfin de tout dire. Ceux que ça intéresse, vous achèterez le livre d'Anupam Mishra, Tradition de l'eau au désert indien. En France aussi, hein, il a été suivi, ce livre, par ceux qui s'intéressaient à restaurer des techniques anciennes. Euh, Quant à ces artisans, là, le petit monsieur au fond de son puits, la plupart sont illettrés. Ils ont des savoirs qui ne sont pas acquis à l'école publique. Et depuis les années 50-60, ils sont parfaitement déconsidérés. Ils n'ont plus de travail depuis l'eau courante et ils se sont la plupart du temps paupérisés comme journaliers, souvent dans les banlieues des mégalopoles, alors que dans leur domaine, ils sont plus savants que les techniciens bureaucrates envoyés par les bureaux du développement et qui souvent ratent la véritable source de l'eau ou la bonne pente, etc. Mais depuis
quelque temps leur valeur dans les zones non desservies par les grands canaux, c'est-à-dire qui n'ont pas l'eau courante, ou bien mal électrifiées. Leurs savoirs sont remis en, en, en valeur. Et je vous cite juste un exemple, c'est toujours dans ce même état du Rajasthan, de l'ouest du Rajasthan, particulièrement aride, un village qui n'était pas desservi par les canaux et pas électrifié a non seulement conservé toutes ces petites citernes, tous ces petits puits, mais en a construit beaucoup d'autres et ne manque pas d'eau, alors que le village voisin, euh, qui s'appelle Jalvaï par paradoxe, Jal ça veut dire l'eau, qui desservi lui par le canal Indira Gandhi, a laissé 200 de ses 300 citernes s'ensabler ou se détruire. Alors, je vais un peu vite là, oui, je vous laisse lire, parce qu'en fait, c'est banal, hein. L'Inde est assez au lieu de la diversité, comme beaucoup de grands continents. C'est pas les seuls, c'est pas non plus celui qui a le plus de hauts lieux de la diversité, mais il y en a quand même pas mal, notamment l'Himalaya, et notamment oriental, et puis la chaîne nord-sud des Ghats occidentaux, ainsi que les îles Andaman et Nicobar. Et comme partout, cette diversité s'effondre à tel point que le légendaire tigre du Bengale se retrouve en voie d'extinction, en tout cas en danger d'extinction. Et la connaissance de cette biodiversité elle-même, ça, généralement, ça va de pair, elle diminue de génération en génération, si bien que même là où elle était forte, hein, là, le village où a été fait cette enquête, c'est en Himalaya, pourvoyeur de beaucoup de plantes médicinales, puisque forêt. Eh bien, on peut considérer qu'aujourd'hui, seuls les plus de 55 ans connaissent à peu près un quart de la faune sauvage, de la flore sauvage et à peu près 1% des usages qu'on peut en faire. Et les autres, rien du tout. Donc, autant dire que c'est consternant, c'est pareil dans beaucoup d'autres endroits, et les causes sont les mêmes qu'ailleurs. C'est la déforestation, lourdement mécanisée, les grands barrages et la révolution verte, dite verte, qui, depuis les années 60, verdit en fait à court terme, essentiellement par la chimie. Et tous ces paramètres réunis ont coïncidé, c'est-à-dire les constructions des grands barrages, des grandes routes, déforestation et révolution verte, ça a été la fin des communs, c'est-à-dire des terres qui en fait n'appartenaient ni à l'État ni au privé, mais étaient au service des gens qui les entretenaient et les utilisaient, c'est-à-dire les locaux riverains. Un cas d'école, je veux quand même vous le citer, c'est celui du Punjab, parce que c'est l'État qui a été le fer de lance de cette révolution verte, qui a servi de phare dans le progrès agricole, dans l'accès à la souveraineté alimentaire dans les années 60 et jusque dans les années 70. Et à présent, c'est un État entièrement contaminé par les intrants, pesticides, herbicides, engrais chimiques, avec des rendements de plus en plus bas, des eaux empoisonnées, des sols moribonds, des taux de suicide de paysans records, une longévité en chute libre, alors qu'en Inde, comme dans beaucoup de pays dits émergents, la longévité augmentait. En 5 ans, il y a eu 5 ans de moins d'espérance de vie dans cet État et 7 ans dans la capitale, Chandigarh. Et ce qui est en cause, évidemment, c'est le modèle de développement adopté depuis l'indépendance. Alors, on connaît bien les diatribes de Gandhi contre les sociétés développées industrielles de son époque et qui détruisaient les artisanats locaux, comme le textile, hein. Ça, c'est la colonisation britannique a fait le bonheur des filatures de Manchester, d'où les sorties de Gandhi contre les filatures industrielles. On connaît le rouet, symbole de Gandhi, parce que, outil du boycott contre le dumping des textiles anglais. On connaît le caddie, en tout cas quand on connaît un petit peu l'Inde, qui est un tissu produit localement et manuellement. Et en fait, fabriquer ce tissu pour s'en vêtir, c'était un devoir du militant nationaliste à l'époque gandhienne. Ça l'est resté pour beaucoup, notamment Anupam Mishra, que vous avez vu sur l'image tout à l'heure.
Par contre, on connaît moins la position de Nehru. Elle est intéressante. C'est lui le promoteur de la Révolution verte. Il a été en faveur de l'industrialisation du pays. Mais dès 58, il avertissait que la passion du gigantisme pouvait être fatale. Je le cite, big undertakings, big tasks, for the sake of showing that we can do big things. Ah ben ça, sans se soucier des impacts écologiques et sociaux, ça ne vaut pas les petits projets, les petits barrages, les petits plans d'irrigation, etc. En matière agricole, il a été également suivi par Kumarappa, un disciple de Gandhi qui, dès 1948, avait écrit un livre, The Economy of Permanence, pour mettre en garde contre les ravages écologiques et sociaux des grands projets et notamment les grands barrages. Alors, oui, là, je vous montrais mais c'est pas. Voilà à quoi aboutissent les déforestations dans les forêts, soit l'Himalaya, soit la chaîne des Ghats occidentaux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup de locaux, c'est interprété comme une vengeance des dieux. Par exemple, et effectivement, en Himalaya, les glissements de terrain, les crues dramatiques sont en hausse depuis les années 70. Bien sûr que ça s'explique par le dénudement de la terre en milieu fragile, mais pour les gens, ça s'explique aussi, c'est pas contradictoire, par le courroux du dieu Shiva. Shiva, le grand yogi qui règne sur l'Himalaya. L'Himalaya, c'est la terre des dieux, des Bhumis. Et, et, et ce Shiva, dans le mythe, il a accueilli le Gange, fleuve céleste jusqu'alors, lors de sa descente sur Terre. Ça, c'est un mythe archi connu en Inde et représenté d'un bout à l'autre du sous-continent. Il l'a accueilli dans sa chevelure parce que sinon, la violence du flot aurait été telle que le Gange aurait tout détruit sur Terre. Donc, Shiva, ses cheveux, c'est sacré, et couper les arbres de l'Himalaya, c'est la chevelure de Shiva. Il y a de mêmes histoires pour ce qui se passe dans le sud du pays, notamment une fièvre d'encéphalite mortelle qui a sévi dans les années 2010 et qui a aussi ce genre d'explication de la part des locaux. Voilà. Et un chercheur activiste aussi, qui est Annie Agarwal, fondateur du Center for Environment and Science, donc absolument pas un illuminé, eh bien, il parle de ce mythe et il dit c'est pas contradictoire, c'est une manière d'expliquer les choses qui est parallèle à celle que mettent en place les géologues et les naturalistes. Après, combien de temps il me reste? Moi, j'ai -20. Bruno, est-ce que vous pouvez me dire? Oui, bah écoutez, on a encore 5 minutes. Très, très peu. Bon, alors je vais juste vous montrer les images du plus célèbre combat qui a eu des succès, c'est celui du mouvement Chipko, qui veut dire se coller aux arbres. Vous voyez, l'arbre, c'est la ressource, mais c'est aussi le seigneur. Il a été précédé par une histoire semblable, mais beaucoup plus sanglante, 2 siècles et demi avant, au Rajasthan. Voilà les femmes qui s'enlacent aux arbres pour les protéger contre les forestiers de l'État venus couper les arbres. Et les couper en particulier pour approvisionner euh, une compagnie industrielle fabriquant des équipements de sport de luxe et ça, c'est quelque chose qui passait pas du tout parce que l'arbre, c'était la ressource vivrière, enfin, ressource, c'est pas le bon terme, mais qui permet aux femmes de nourrir le bétail avec le couvert forestier, ou les clairières, de se chauffer, de faire la cuisine, à tout le monde de trouver les herbes médicinales et de se soigner. euh, et de fournir aux hommes, puisque c'est eux qui fabriquent les outils, l'essentiel de l'outillage agricole. Ça, c'est le fondateur du mouvement de Chipko, Chandra Prasad Bhat, et ça, c'est la première femme qui a pris la tête de cette délégation d'enlacés
qui ont fini par gagner dans les années. Ça a pris très longtemps, hein, c'est de 73 à 80. Donc, juste pour situer ce mouvement, euh, son fondateur, c'est un Gandhien, mais un Gandhien spécial, on peut dire un intellectuel organique, il ne parlait pas anglais, et il n'est pas a priori hostile aux technologies modernes, si leur usage ne détruit pas l'environnement. Ensuite, dans le mouvement, se sont ajoutés de la région voisine des groupes plus nettement communistes. Et il y a eu aussi des Gandhiens plus métaphysiques, comme Baouguna, qui est très célèbre. Bon, bref, c'est une fédération soutenue surtout par ce qu'on pourrait appeler ici une participation, ouais, participation sociale de la base très importante, parce que impliquée dans ses moyens d'existence primaires. Et c'est pareil du mouvement qui a agité la chaîne Nord-Sud, le château d'eau de l'Inde, dit-on, pendant de longues années. Voilà un petit tableau de tous les grands mouvements euh, qui ont, qui l'ont emporté. Par contre, le dernier, non. Le Jungle Bachao, qui est un mouvement des tribaux. Je ne vais pas vous parler des tribaux, c'est dommage, mais il n'y a pas le temps, si j'ai que 5 minutes. C'est le seul mouvement qui a échoué, l'avant-dernière ligne. Pour le dernier, Narmada Bachao, qui a comme le mouvement pour sauver les Ghats des stratégies extrêmement gandhiennes, c'est-à-dire la marche en très grand nombre, la marche à pied, marche de protestation, le jeûne aussi de certains de ses leaders. Narmada Bachao, c'est pas terminé. C'est quand même pas en voie de gagner, mais c'est pas terminé. Tandis que le sauver la jungle contre le TEC, c'est-à-dire une plantation lucrative qui privait les peuples premiers de leur nourriture, parce qu'ils vivaient encore largement des apports de la forêt, et d'une petite agriculture semi-itinérante, vivrière, c'était dramatique. C'est des sociétés fondamentalement égalitaires qui n'ont pas de respect pour l'argent, qui n'ont pas le goût de l'entrepreneuriat et qui ont surtout la malchance, là je vais très vite, d'avoir les pieds sur la bauxite, l'uranium, pas l'uranium, le lithium par exemple, le cobalt, enfin de toutes sortes de produits en très grande demande au XXIe siècle, alors qu'ils ont aussi été, dès la colonisation britannique, mais à un moindre degré, victimes des mines de charbon. Mais les mines d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plus d'infrastructures routières, elles vont beaucoup plus loin dans l'exploitation. Donc, c'est eux les grands perdants. Alors, voilà un petit mouvement, mais petit, qui a réussi. Vous voyez le drapeau, il est d'obédience communiste. En voilà un autre, également en faveur de l'accès des peuples premiers à la terre en 2007-2008. Et ça, c'est un mouvement gandhien. Donc, là encore, on ne peut pas diagnostiquer une source. Bon, enfin, le don du travail en commun, maintien des communs ou de l'entretien des communs. Et je finis sur Gandhi, en laissant lire un petit peu ça, et qui, en fait, a expliqué que on sait très bien que c'est pas par magie ni par dévotion qu'on va faire venir la pluie, mais c'est par le travail physique, en construisant ce qu'il faut, en plantant, bref. Et ça, bien entendu que ça a inspiré énormément quelqu'un comme Anupam Mishra, mais c'est pas le seul. Et c'était en 1925, hein, donc il y a 100 ans, très exactement. Et cette notion de travail en commun, qui était évidemment absolument banale du temps des communs, les bois sacrés, Sacred Groves, faisaient partie de ces terres communales, gérées, c'est pas le bon mot, entretenues, je devrais dire plutôt, et vénérées par la communauté des riverains. Ce travail en commun s'est retrouvé mis au goût du jour à l'impulsion généralement des chefs de village ou des jeunes charismatiques, en particulier au Rajasthan. Il y a une association de jeunes
Tarun Bharat, qui ont décidé de rendre la vie à 1 millier de villages, ce n'est pas rien, ça fait 700 000 habitants, qui régulièrement, de sécheresse en mauvaise mousson, se dépeuplaient, se désertifiaient. Et c'est par le travail en commun. Alors voilà, diverses étapes de ce travail. Euh, Ici, un de ces villages avec un petit livret d'Anupam Mishram en hindi, Anupam Mishra. Et puis un truc qui a fait la une de la télévision. Bon, c'est peut-être un peu magnifié par la télé. Ça s'appelle Miracle Water Village au Maharashtra. Alors, vous voyez, avant-après déjà. Et puis lui, il explique que l'eau, il n'y a pas seulement l'eau, il y a tout qui va avec, la nourriture, l'école, l'électricité, les toilettes, le dispensaire. Et ça s'oppose complètement à une certaine version de l'écologie urbaine que je caricature, bien entendu. Il n'y a pas que ça chez les urbains, mais voilà ce que ça peut donner. Les espaces verts de la Trans-Yamuna, le long du fleuve principal qui arrose Delhi, ont été construits sur l'expropriation d'énormément de dizaines de milliers de personnes pour faire des autoroutes à 8 voies et construire ce genre de choses avec des palmiers en plastique et promouvoir ce genre de choses. Bon, je ne dis pas le contraire, il y a un petit peu de provocation dans ma dernière image. Mais voilà, parce que en réalité, tous les mouvements écologiques que je vous ai montrés, ils correspondent à ce que Martinez Allier appelle l'écologie des pauvres, ecology of the poor. Et en Inde, on dit grassroots, c'est-à-dire spontané, venant d'en bas. Et en fait, c'est ça, ces mouvements-là qui ont eu une puissance et un impact réel. Il faut dire plus au XXe siècle, dans ces dernières années, qu'en ce moment, mais c'est l'écologie qui a gagné et pas celle de la sanctuarisation de la nature dans des parcs que visite la bourgeoisie urbaine, qui sont souvent payants, ou la bourgeoisie étrangère. Voilà, tout ça, c'est en fait c'est pas un plaidoyer, j'ai rien à défendre, mais c'est une reconnaissance d'un certain type d'écologie marquante en Inde qui correspond à celle que, pour l'Amérique latine, on a nommée l'écologie des pauvres. Voilà. Eh ben, j'attends vos témoignages et vos questions. Merci Annie. Alors, peut-être en attendant que les questions puissent arriver par écrit et en attendant aussi de donner la parole à nos témoins, j'avais quand même deux questions pour prolonger ce que vous avez dit sur ces mouvements de terrain, de véritablement des pauvres, comme vous avez dit. Quelle est l'ampleur? C'est-à-dire par rapport à cette population énorme de l'Inde, ça représente quelle proportion de la population? Donc, première question. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a dans ces mouvements une inspiration euh, par l'hindouisme ou est-ce que c'est Mm. un besoin de faire des choses parce que on risque de perdre de la nourriture, d'être encore plus pauvre demain, etc., etc. Je vais répondre d'abord à la deuxième question parce qu'elle est plus facile. Euh, D'une part, c'est pas qu'on risque d'être encore plus pauvre qu'hier, parce que dans certains de ces mouvements, les gens n'étaient pas pauvres, hein. Par exemple, les tribaux. Alors, je réponds en même temps à la première question. Pour ce qui est des tribaux, on a des chiffres, hein. C'est une fraction dérisoire de la population indienne. C'est moins de 3%. Tout compris, hein. Pour de grands mouvements comme l'Himalaya, ce n'est pas non plus un État très très peuplé. Ça a finalement engagé. Ça, j'ai peut-être demandé à Shailendra Moudgal, s'il est là, de documenter avec des chiffres s'il en a. C'est une partie très considérable de la population qui s'était jointe. Et pareil pour les mouvements dans les Ghats, hein. Chacun a peut-être impliqué moins de monde que qu'on attendrait. Mais la marche des gueux, par exemple, qui est le mouvement de 2008, c'était très peu, c'était 25 000 personnes qui défilaient. Mais c'est 2008. C'était énormément plus dans les padiatras, les grandes marches à pied de protestation des Ghats occidentaux. Et puis, c'était
sur plusieurs points. Il y en avait au Kerala, il y en avait dans les quatre États du Sud. Il y a eu des gens. Après, bah, par rapport à même les grandes marches, la marche du sel de Gandhi, je pense que si on l'a quantifié en termes de pourcentage de la population par rapport à la population de l'Inde moderne, qui était à l'époque autour de 300 millions, je suis pas sûre que ça apparaîtrait comme énorme. Donc, il y a, il y a ce que certains ont appelé la masse critique. Elle, c'est pas forcément une masse dominante, hein. Euh, Toujours est-il que ceux dont je vous ai parlé là, ils ont gagné, à part chez les peuples premiers. Après, la part de l'hindouisme, bah, vous avez vu dans certaines images, et déjà le mouvement de Chipko, celui dont j'ai le plus parlé, elle est énorme, la part de l'hindouisme, hein. Il y a le respect de la terre des dieux, des Bhumi, il y a l'ancrage de son leader charismatique, Chandi Prasad Bhatt, de beaucoup de participants, mais il y a aussi les communistes du Kumaon qui se sont joints à ce mouvement, qui ont fait partie de Chipko, qui ont uni leurs forces, et pour qui l'hindouisme ne comptait pas. Les tribaux, c'est autre chose. L'hindouisme ne compte pas, ou très peu. Mais ils ont dans leurs croyances, dans leur propre cosmogénèse et mythologie, un type de rapport à la nature qui les rapproche de ce que je vous ai raconté sur l'hindouisme, enfin tel que je le vois, d'après les textes anciens, d'après ces sectateurs présents. Enfin, c'est ce truc d'interconnexion, d'interdépendance généralisée. Ils ont ça très très fort et ils l'illustrent aussi par des mythes. On ne peut pas dire D'accord. que pour eux, l'hindouisme est compté. Voilà. OK. Merci. Alors, je vois que nos amis d'Inde ont levé le doigt, en particulier Navnesh. Excusez si je ne prononce pas correctement. Donc, vous pouvez vous exprimer. Bonjour, c'est Navnish. Je me présente. Je suis Navnish Ramessar et je suis architecte urbaniste, diplômé d'État urbaniste. Et merci beaucoup, Annie, pour votre présentation. Qui finalement, bon, on n'a jamais suffisamment de temps, je pense, pour en parler de l'hindouisme et en plus de l'écologie, deux sujets qui prendront des millénaires pour en parler, je pense. Et du coup, première chose, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'amalgames entre plusieurs pensées et plusieurs sujets. Déjà, de parler de l'hindouisme et à la fois de parler des mouvements sociaux et sociétaux, je trouvais par exemple de parler de Nehru qui était lui-même contre un État, le Hindu Rashtra, qui a été toujours pour un Inde séculaire et laïque. Enfin, son point de vue et même celui de Gandhi, je pense que finalement, on a envie de savoir plus, mais voilà, ça dessert un peu la présentation, je veux dire, parce qu'en fait, finalement, c'était plus une présentation de l'Inde et de l'écologie, plus que l'hindouisme et l'écologie. Oui. Parce que dans l'hindouisme en soi, il y a plusieurs cadres philosophiques, spirituels, euh, culturels et aussi euh, sociétal, artistiques, enfin, dans plusieurs domaines qui sont liés à cette question. Et je trouve que le principe en soi, dans le cadre de l'hindouisme, tout est hyper lié, comme vous l'avez évoqué au début. Si on part des Veds, du Rig Veda, Yajurveda, Atharvaveda et le Samveda, d'ailleurs, dans le Yajurveda, il y a un des versets que beaucoup des hindous récitent tous les jours. C'est le Shantipat, Om Dhyau Mhm. Shantirantariksham, Shanti Prithvi, Shanti Rapa. Donc, Shanti veut dire paix. Et Mhm. dans les mots, en fait, ça décline les différents aspects de la nature, le ciel, l'eau, les plantes médicinales, l'air et tout ça. Et c'est un des versets les plus importants utilisés quotidiennement par les hindous. Et déjà de cette base, et après, si on y s'aventure dans la partie culturelle de la danse, de toutes les formes de danse classique, il y a une liaison qui est faite de manière très subtile et très directe aussi à la fois à la nature, parce que tout est dansé à pieds nus, le gestuel, le rapport qui est fait au chant et aux différents éléments de la nature qui se retrouvent, que ce soit les non-humains, les organismes vivants, les plantes, les animaux. Voilà, il y a une diversité de représentations qui est donnée à chaque forme de vie. Et on parle aussi de l'architecture.
et de l'urbanisme qui, pour moi, est central à cette question de l'écologie, comment on habite le territoire. Et c'est dommage de ne pas avoir parlé du Manasara Shastra, enfin, de toute la partie de Vastu Shastra et de Sthapatya Veda. Alors en France, le Vastu Shastra, c'est quelque chose qui est très ésotérique, mais en fait, dans la philosophie hindoue, c'est quelque chose qui est très ancré et très rigoureux et très décrit dans les textes, notamment le Manasara Shastra qui date du 5e siècle après Jésus. Déjà dans le Kautilya Arthashastra de Kautilya, à 4 siècles avant Jésus, il y a des différentes préconisations qui sont faites par rapport à la planification de la ville, la plantation des arbres, des alignements, de comment infiltrer l'eau, des choses qu'on en parle aujourd'hui dans l'écologie urbaine, qui sont mentionnées dedans. Il y a aussi le Mayamata Shastra de Mayamuni, qui est quelqu'un qui a écrit, qui a compilé ce texte au 7e siècle après Jésus. Et on trouve aussi le Samaragna Sutradhara de Raja Bhoj du 11e siècle, qui lui fait toute une synthèse de tous ces textes anciens, qui va lui construire des cités immenses, notamment un des plus grands temples incomplets dans sa ville royale au Madhya Pradesh. Et donc, du coup, uniquement dans ce sphère, si on veut, architectural, culturel aussi, il y a tellement d'éléments. Et je trouve que c'est un peu dommage de passer à côté quand en Ah, fait on a évoqué toute la question des Baoli, des Kund, des Pushkarini, tous ces puits à degrés et tout. Et c'est un peu dommage. Voilà. vous nous donnez envie de faire une deuxième session euh, pour compléter, parce qu'évidemment, je comprends, il y a énormément de choses à dire, et avec le peu de temps qu'on a, on fait des impasses, hein, ça c'est certain. Merci beaucoup, Navnish. Alors, est-ce que d'autres personnes d'Inde sont connectées et veulent prendre la parole? Je sais aussi il est très tard chez vous, là. Donc c'est le moment, n'hésitez pas. D'autres témoins? La Maya, Shell, Il suffit d'ouvrir votre Oui, micro. vous m'entendez? oui, Très bien. Ok. Donc, moi, c'est Shailendra Mittal. Donc, je suis un consultant en environnement. En fait, depuis 25 ans, je travaille dans ce domaine-là. Peut-être pas directement lié avec l'hindouisme, mais mon héritage m'a permis, peut-être inconsciemment, me diriger vers ce domaine-là parce que j'ai grandi dans un milieu où je dirais des brahmanes et le nom que je porte, un des Upanishads, c'est écrit ou est nommé par Mudgala Rishi. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, je dirais, sur l'écologie pendant mon enfance par ma mère qui nous a donné l'éducation à la fois la religieuse, mais aussi très, très, je dirais, éveillée par l'écologie, notamment le soin, parce que moi, j'ai grandi dans l'Ayurveda et la naturopathie, donc le corps et 5 éléments. J'ai jamais été vacciné et puis tous les soins que j'ai reçus, c'était vraiment dans dans le cadre, je dirais, religieux, si vous voulez. Même si je dirais que le choix conscient de l'écologie pour moi, c'était l'accident de Bhopal dans les années 80 quand j'étais au lycée, donc qui a perturbé beaucoup de gens de ma jeunesse. Et puis plus tard, quand j'ai commencé à réfléchir aussi, le choix que j'ai fait de ma carrière dans le domaine de l'écologie et la protection de l'environnement, d'abord en Inde et ensuite en Europe. Donc je pense il y a des liens très, très présents, comme Navnish a souligné, et aussi Annie, en fait, dans les textes religieux, on trouve des références directes, et puis les choses très pratico-pratiques, par exemple, pendant mon enfance, on n'avait pas le droit de jeter quoi que ce soit, donc tous les choix d'achat s'étaient faits de manière très écologique. Gaspillage alimentaire, c'était hors de question, en fait, on pouvait pas gaspiller tout ce qu'on mangeait. Donc, d'une fois ou l'autre, c'était, je dirais, notre famille au moins, c'était une famille, je dirais, très adepte de recyclage. Alors, à l'époque, on parlait de recyclage ou comme on parle aujourd'hui. Donc, je pense que tout ça venait de l'éducation religieuse qui existait au moins que je l'ai reçue à l'époque, même si je ne prétends pas d'être, je dirais, un hindou pratiquant aujourd'hui. Moi,
j'ai connu aussi des problèmes entre les différentes religions, etc., ce qui m'a éloigné un peu, je dirais, la pratique directe de la religion. Mais tout ce qui est partie philosophique et spirituelle, ça reste toujours ancré très fort dans mes pratiques à la fois professionnelles, dans le domaine de l'écologie, mais aussi le quotidien, en fait. Donc, Et est-ce ces que, sujets-là, en fait, on a eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec Annie aussi, mais avec d'autres personnes. Et aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup. En fait, c'est l'Université de Yale. Ils ont un très bon programme de religion et l'écologie que je suis de près. Et là-bas, en fait, il y a des analyses de toutes les religions et comment les aspects écologiques ont été intégrés de facto, en fait, dans les pratiques religieuses de l'époque et aussi tous les textes religieux. Donc, je d'accord, suis très content que ce cycle de conférences qui a démarré, et puis j'espère qu'on va continuer le débat sur des sujets, les religions et l'écologie. Et puis, c'est vrai que le temps était vraiment très, très limité pour Annie, donc je ne peux bien pas sûr, l'accuser de ne pas couvrir tous les sujets. En fait, de certaines des choses que Navanish a soulignées, ils sont dans son livre. Si vous allez lire le livre, vous allez trouver et notamment les textes que vous faisiez la référence sur les Vastus, des Védas, etc. Donc je pense, j'encourage les participants de lire les livres aussi, surtout c'est que je trouve ça. très intéressant dans ces livres, c'est il y a une approche très différente parce il y a eu des livres qui ont été écrits sur l'histoire d'écologie de différentes façons. Mais je pense que le livre d'Annie, ça apporte une vision, je dirais, très linguistique et c'est un aspect que souvent on ignore, en fait, comment la langue, elle influence la façon, par exemple, on traduit certains concepts ou des mots de sanskrit même vers le hindi ou vers l'anglais ou d'autres langues. Et je pense que le livre d'Annie, ça montre une vision très intéressante d'aspects linguistiques de l'écologie dans la religion. Voilà, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que Oui, je Annie, peux allez-y, Régis. répondre brièvement? Bon, c'est pas vraiment une réponse, mais c'est une nouvelle question que je pose. Merci à Shailendra d'avoir souligné, et aussi à Rajneesh d'avoir souligné le sécularisme, c'est un mot indien, mais la laïcité, on va dire, de l'État voulu par Nehru. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça implique que l'hindouisme est hors cause? Enfin, euh, ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'interpelle, comme on dirait aujourd'hui, c'est on a désormais un État qui n'est plus si laïque, qui n'est plus si séculariste, avec le Premier ministre actuel qui est là depuis longtemps et qui, en tout cas, tente de faire permer, si je peux dire, euh, l'hindouisme dans les nouvelles réalisations de production d'énergie verte. Et là, on peut se poser des questions. Est-ce que l'Inde contemporaine, euh, encouragée par ce genre de culture d'État, a quelque chose de plus écologique que l'Inde antérieure? Personnellement, je n'en suis pas du tout convaincue. C'est sûr Bon, que il y a eu ce texte de Modi qui s'appelait Tradition, Parampara, et qui revalorisait toutes les techniques traditionnelles. Enfin bon, c'est un beau travail, ça c'est sûr, qui est juste, hein, très juste. Après, à quel point il impacte la nature des changements voulus ou en tout cas euh, acceptés par le gouvernement en termes de participation des multinationales semencières, pharmaceutiques. Là, c'est quand même plutôt des gens comme Vandana Shiva, parce qu'elle a lutté contre les brevets, c'est pas la seule, hein, il y a des gens du Sud qui l'ont fait aussi pour restaurer la propriété des plantes, par exemple, euh, à leurs usagers premiers. Voilà, il y a toutes d'accord. ces questions qui se posent Oui, oui, oui. vis-à-vis de l'hindouisme. Bien sûr, on voit la complexité, évidemment, en Inde, mais comme dans beaucoup d'autres pays, hein, où les considérations politiques, sociologiques et religieuses et tout ça
s'interfèrent et donnent un contexte très, très complexe, hein, c'est Peut- sûr. Alors, Peut-être pour un ajouter, autre peut-être pour ajouter, témoin, pour rebondir oui, dessus, je pense qu'il y a une similarité plus que jamais entre ce qui se passe en France et en Inde. Par Oui. exemple, de ce qui s'est passé entre la grève des agriculteurs là, durant les 2 dernières années a bloqué les villes, les entrées de ville, les sorties de ville à Delhi, à Bangalore, partout en Inde. Et la version de l'hindouisme qui est prônée par le BJP et le Narendra Modi, et aussi en France, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, avec les Oui, oui, manifestations et tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'écologie, surtout ma génération de personnes qui manifestent sur la rue pour que ce soit un droit qui est inscrit à la Constitution. Enfin, voilà, il y a plein d'enjeux, pas uniquement ça. En fait, si on veut, il y a beaucoup de similitudes. Au-delà de la question de l'hindouisme en soi, il y a beaucoup de similitudes finalement entre ces luttes de ces personnes qui sont marginalisées, donc les personnes, les agriculteurs et tous ceux qui sont ruraux, pas les citadins. Et aussi, tout, là, le lien avec l'hindouisme, pour le coup, c'est avec le système de caste et tous ceux qui ont été marginalisés, les Dalits. Et donc là, on peut aussi intégrer dans ce discours, on parle de Nehru, mais de Ambedkar et de Savitribai Phule et de tous ces militants anti-caste, enfin, en tout anti-brahmine et anti-hégémonie brahmine. Et donc, c'est une discussion qui est hyper complexe et hyper liée à notre oui, contexte aujourd'hui de vie partout dans le monde. bien sûr. Merci beaucoup. Alors, il y a un autre témoin qui est là, je vois son nom, Vibine. Est-ce que vous pouvez vous exprimer, réagir à tout ça? Vous Oui, devez ouvrir. oui, Voilà. peut-être je peux ajouter quelques mots sur la philosophie. En tout cas, Madame Annie a bien souligné que elle a souligné que le Veda, qui a à travers le Rita, qui a commencé une sorte de structure écologique dans la philosophie indienne. Je pense que si on, à partir de Veda, à travers les Upanishads, oui, ça a traversé beaucoup des esprits indiens. Je pense qu'il y a un bon sommet pour se trouver chez Shankara, qui a introduit le système de non-dualité. Et donc, quand il a introduit ce système de non-dualité, il a bien souligné que il a essayé de couper l'importance de l'individualité. Et c'est-à-dire, c'était une sorte de pont vers la nature. Et donc, tout ce qui était centré sur l'ego a été questionné. Donc, au cœur de la philosophie indienne, c'était vraiment une réaffirmation de la nature ou de tous les autres espèces. Oui, Intéressant. Et à votre avis, donc aujourd'hui, en Inde, dans les différents États, comment les populations réagissent-elles? Elles sont vraiment actives dans la vie de tous les jours? Elles sont militantes? Elles sont simplement inspirées par l'hindouisme? Elles font ce qu'elles peuvent à leur niveau? Quelle est la dynamique actuelle dans la population? est-ce que c'est à moi? Oui, 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 bah, vous aviez la parole. Oui. Après, les Oui, autres pourront. oui, je pense qu'il faut encore souligner et ce que Annie a dit à une certaine époque. C'était le pauvre qui a dirigé, qui a créé ces mouvements de l'écologie. Mais je pense que plus tard, l'Inde, puisque l'Inde se modernise si vite, on a l'impression que ça se perd ses racines petit à petit. Mais peut-être ça va revenir un jour D'accord, parce que, tu vois, vous voyez, c'est une sorte d'aller-retour. Donc, oui. pour l'instant, ce n'est pas très glorieux, ce qui est de l'avenir, je pense. Mais en tout cas, on ne va pas tout lâcher derrière. Donc, d'accord. Merci. Quelqu'un d'autre veut réagir? Autre témoin qui pourrait prendre la parole?
Non. Bon, alors, en attendant, il y a une question sur le chat pour vous, Annie. Vous n'avez pas parlé du mouvement Natural Farming. Si, Euh, ouais, ouais, alors, est-ce que vous ouais, pouvez dire un mot? oui. Je lis, hein, vous n'avez pas évoqué le mouvement Natural Farming avec la vache sacrée au centre de la ferme. Plusieurs États ont lancé des programmes pour promouvoir ce mode d'agriculture, d'agroécologie, pardon. Hum, Pensez-vous que ces pratiques pourraient devenir dominantes bon, au niveau du pays? je réponds. Oui, Euh, je suis pas futuriste, hein. Donc je ne sais pas si ces pratiques pourraient devenir dominantes au niveau du pays, mais ce qui est sûr, c'est que pour qu'elles le deviennent, il faudrait changer de modèle agricole et donc changer de fournisseur de semences, d'intrants. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Ces programmes, ils ont été, je pense, initiés au Maharashtra par quelqu'un qui était c'était un homme très pétri de dévotion hindou. Il a propager son message en Andra et c'est là que le mouvement a eu le plus de succès. Enfin, mon interlocuteur me corrigera sur le chat si c'est le cas ailleurs, mais je crois que l'Andhra Pradesh est un des premiers États à avoir, sous le patronage de l'État, encouragé ce genre de programme qui s'appelle ZBNF pour Zero Budget Natural Farming. Et effectivement, c'est un programme d'agroécologie, d'agroforesterie même, qui est centré sur la vache parce que les intrants utilisés, ben, c'est la bouse de la vache, l'urine de la vache. Voilà. Alors, ben, nous, on fait peut-être pareil en agroforesterie française ou peut-être occidentale, at large. Mais comme la vache a rien de sacré pour nous, c'est pas monté en épingle. Mais si vous voulez, l'usage des produits locaux, qu'ils soient animaux ou végétaux, pour se substituer à des intrants chimiques et des pesticides chimiques, c'est quelque chose effectivement qu'on ne peut que souhaiter d'encourager. Puis là, je réponds au passage à l'architecte, monsieur l'architecte. Ben, c'est oui, vrai, il y a des points communs entre la Révolution verte et la PAC, entre les protestations des fermiers qui ont à peu près coïncidé en farmers, on disait en Inde, et puis les paysans, les agriculteurs en France. Ceci dit, il faut voir que c'est des populations qui sont loin d'être homogènes, hein. Les agriculteurs de très très loin, les plus nombreux, les plus puissants et les plus impressionnants pour le gouvernement, ont été ceux d'un syndicat dominant qui n'est pas du tout en faveur de l'agroécologie. Il y a un autre syndicat qui, lui, l'est. Donc là aussi, il faut pas. Enfin, c'est des populations qui sont diversifiées. Mais je pense que vous le d'accord, savez. Je l'ajoute d'accord, simplement pour qu'on fasse pas de confusion. En ce moment, c'est 10%, si vous voulez, en Andra, de la population qui est dans ce genre de programme. Alors, et ça marche depuis une vingtaine d'années, ce qui est, oh non, depuis 2019, et impulsé en 2017, je crois, puis mise en pratique de façon à grande échelle en 2019 sur la base du volontariat. Bien sûr, d'accord. c'est génial, hein. Bon. Mais- Merci. Bon, je repose la question, est-ce que Maya veut prendre la parole ou peut-être elle a quitté, je ne sais pas. Alors, il y a une autre question qui est arrivée. En fait, c'est, bon, on sait que l'Inde cherche à se moderniser. Il y a quelques jours, je lisais un article sur les efforts que l'Inde fait dans le domaine de l'intelligence artificielle. On sait que il y a une bonne partie, enfin, il y a un certain nombre de gens qui ont réussi à sortir de la misère ces dernières décennies. Alors, en fait, oui, on voit qu'il y a ces deux courants qui s'opposent, beaucoup de modernisation, de développement et de technologie en Inde, et puis à côté, effectivement, des dégâts sur le plan écologique. Et alors, comment arriver à concilier cela? Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à trouver un mode de développement écologique? Annie?
Oui, c'est à moi quelle question. Bah, bien sûr, bah, bien sûr. Bah, par exemple, ce programme-là, mis en vigueur en Andhra Pradesh, dans le sud de l'Inde, en est un exemple. Des réflexions que ben, mon premier titre, Goa, Ramchandra, c'est un livre déjà un peu ancien, mais quand même de notre millénaire, déjà, bien entendu. Bien entendu, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Ce à quoi on assiste en Inde, on y assiste ailleurs aussi. C'est l'accroissement des inégalités. Bien entendu, il y a moins de pauvres, enfin moins, je ne vais pas parler en valeur absolue parce que la démographie est telle en Inde que c'est toujours risqué, mais s'il y a plus de richesses à partager, les règles du partage sont de plus en plus iniques. Mais ça, c'est pas que l'Inde, c'est partout. Et c'est peut-être ça le problème. Enfin, c'est pour ça que moi, j'ai voulu privilégier une version de l'écologie. C'est pas ma seule raison, bien sûr, c'est parce que c'est cette version-là qui a remporté des succès célèbres dans le monde. Comme vous disiez, Vibine, effectivement, à la fin du siècle dernier, et aujourd'hui, beaucoup moins. Mais le problème, et des inégalités. Le titre de Vandana Shiva, 1%. Comment reprendre la main sur les 99%? Ben, les 1%, c'est aujourd'hui. C'était plus que ça. C'est-à-dire ceux qui se partageaient l'énorme partie des richesses étaient plus nombreuses il y a 20 ans, il y a 40 ans. Donc, pour moi, c'est un énorme problème. Plutôt que le modèle écologique, mais c'est sûr que si on veut suralimenter ceux qui ont déjà énormément tiré de bénéfices des néotechnologies, je donne pas de nom, ben, on va encore accroître ces inégalités qui sont globales désormais. On ne peut pas faire abstraction des circuits globaux. C'est des multinationales qui impactent pas seulement l'Inde, hein, tous les pays. D'accord. Oui, Alors, justement, en donc, fait, allez-y. la question qui a été posée sur le plastique et le cyclage, en fait, c'est les politiques, ça existe en fait. Et en fait, en Inde, la situation n'est pas homogène en fait. En fait, la première ville dans le monde qui avait interdit les plastiques, c'était en Inde. La Ouais. première région qui est plastique, sans plastique, c'était en Inde. Mais quand on regarde à l'échelle nationale, oui, il y a des contradictions parce qu'il y a des mises en œuvre de politiques n'est pas pareil. Il y a des engagements de l'État qui est différent. Et puis, comme Annie a dit, c'est un problème global. Aujourd'hui, j'ai lu dans le monde qu'ils veulent autoriser les couverts en plastique dans les cantines, malgré le fait qu'il y a une loi européenne qui interdit ces couverts en plastique. Donc, il y a toujours ces problèmes-là. Donc, il y a le cyclage, il y a des collectes, mais c'est pas efficace en Inde. Et surtout, je pense qu'il y a un manque d'engagement par l'État qui pose le problème. Mais par contre, un côté, il y a des mauvais exemples, mais on voit aussi de très bons exemples en Inde par qui on peut s'inspirer, pas seulement en Inde, mais aussi ailleurs. Mhm. D'accord. Il faut se souvenir, oui, que c'est pas du tout homogène, quoi, hein. Ça, c'est votre message très important à bien comprendre. D'abord, c'est un très grand pays et il y a plusieurs, il y a une fédération d'États, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, Oui, oui, c'est le euh, bon mot. c'est le bon mot, qui Mhm. peuvent fonctionner un peu différemment ou avoir des politiques un peu différentes. D'accord. OK. Alors, Patrick Farfal a levé la main. Très rapidement, hein, Patrick. Oui, oui, je vais être rapide. J'arrive pas à mettre ma caméra. Si, ça y est. Je vais être rapide. Je vous remercie pour cet exposé. J'ai appris pas mal de choses. Dans une des premières planches, vous avez évoqué un auteur qui préfère le terme milieu au terme environnement. Et je voudrais dire qu'il y a là un juste retour des choses, parce que, si je me souviens bien, euh, en France, on parlait de milieu jusqu'aux années 70, et ce n'est que dans les années 70 qu'on a commencé à parler de l'environnement sous l'influence de l'anglais, si ma mémoire est bonne.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et moi, le D'accord. terme milieu me convient bien. Merci, c'est une remarque intéressante, effectivement. On a changé, ah oui, oui, je me souviens très bien ce basculement d'un mot vers l'autre. Mais bon, pour la Ah oui, linguiste qui est Annie, ça a du sens. oui, 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 mais c'est évident que tous ces mots, c'est des néologismes, hein. Ouais, En ouais, français, en hindi, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelles circonstances et pourquoi arrivent des néologismes. Il y a eu c'est beaucoup d'études super sérieuses, particulièrement sur la montée des langages totalitaires. Ben, nous, on a arrêté de parler du bien commun. Vous l'avez tous remarqué, c'est l'intérêt général maintenant. Ça aussi, mais c'est après les années 70. Et c'est des néologismes qui sont toujours lourds de portée, je trouve. d'accord. Et j'ai noté tout à l'heure que le mot Rita euh, avait eu un grand succès avec rituel et beaucoup de mots comme ça. J'avais jamais compris qu'il y avait un lien de cette manière. Oui, oui, vous savez, en fait, les langues d'Europe occidentale sont indo-européennes. Ouais, L'indo-arien, c'est indo-européen. Donc, c'est pas si étonnant que ça. pas D'autres si ont étonnant. beaucoup mis en avant, il y a les noms de nombres, de parenté, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de points communs. Un peu passé par le rouleau compresseur de l'évolution phonétique, mais quand même, quand Quand même. même. Bon, en tout cas, ça, c'est un sujet passionnant qu'on pourra un jour reprendre avec vous, qui est un sujet plus spécialement linguistique. On verra ça plus tard. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir participé. Shalendra, Vibin, Navnish, de vous être associés à Annie pour avoir ainsi un, bon, évidemment, c'est un schéma, c'est un peu court, c'est un peu caricatural, c'est un peu imparfait, hein. On a voulu donner un tableau ce soir qui est ce qu'il est. Merci en tout cas de votre participation. Vous pourrez retrouver évidemment cette conférence en replay dans quelques jours, dans une dizaine de jours, hein, sur le site centre-théâtre-de-chardin.fr. Et puis, à nouveau, je vous dis, n'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà, de vous inscrire à notre newsletter. Comme ça, vous connaîtrez chaque mois tous les événements que nous organisons. Pousse-toi, Et pousse-toi. enfin, dernier rappel, si le thème de l'écologie vous intéresse, avec cette dimension spirituelle que nous cherchons à donner, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de réflexion écologie au Centre Théâtre de Chardin. Donc, on a besoin, on a toujours besoin de nouvelles contributions, de nouvelles idées pour nourrir la réflexion. Donc, faites-nous le savoir et on vous intégrera dans ce groupe très volontiers. Voilà, ben écoutez, merci à tous. Il est 20h30, c'est l'heure de nous séparer. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour une autre conférence avec en particulier le thème écologie et bouddhisme pour fin mai. À bientôt, au revoir.